bonjour à tous. Bonjour, merci d'être là déjà, c'est assez impressionnant. Merci à l'organisation de nous avoir fait confiance. Cet événement existe depuis longtemps et il y a une petite innovation aujourd'hui avec le partenariat Duplex avec Niort. Et on va permettre à Niort de poser des questions grâce à ce QR code. Donc, prenez un peu le temps de flasher. Et on a aussi une bonne nouvelle, c'est qu'on va vous faire bosser en binôme. Donc, assurez-vous d'avoir un voisin ou une voisine. Voilà, vous pouvez aussi sortir de la salle. Avant de commencer, on a quelques questions à vous poser. On voulait savoir, vous, en tant qu'acteur du changement, en tant qu'agiliste, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, une de ces trois situations? La première situation, c'est vous accompagnez un changement, vous faites partie d'un changement, et au début, chouette, ça marche. Et en fait, assez rapidement, ça se grippe, voire retour à la case départ. Deuxième situation, vous voyez bien ce qu'il faut faire. Donc, vous le faites, mais ça ne marche pas. Donc après, vous passez sur un plan B, ça ne marche toujours pas. Plan C, ça ne marche toujours pas. Et vous êtes hyper frustré. Ça ne marche pas, ce truc. Et troisième situation, vous ne savez pas à quel niveau intervenir. En fait, vous ne savez pas qui inclure dans la problématique pour résoudre votre problème. Alors, levez la main, ceux qui ont vécu au moins l'une des trois situations. À main levée, ouais. D'accord. Je vois qu'on n'est pas les seuls à galérer. Donc, à peu près 80%. Bon, bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit. Ne faites surtout pas ce qu'on vous demande. En fait, la demande, c'est que le point de départ. Le vrai client, c'est le système. Et l'approche systémique va s'intéresser à explorer le système et les solutions vont émerger. Ça va permettre des changements pérennes dans nos contextes d'agilité. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, il y aura 4 parties. La première sera un peu théorique. Il y aura des points clés sur l'approche systémique. Et ensuite, 3 rex qui illustreront des concepts un petit peu plus avancés de la systémie. Le bon système, comment trouver le bon système dans lequel opérer pour un changement pérenne. Les mécanismes de régulation qui maintiennent un système dans son état et qui empêchent le changement. Et enfin, les tentatives de solution. En quoi ce qu'on a déjà tenté, en fait, va nous permettre de ne pas refaire encore la même chose. Et enfin, sortir de cette situation de toujours plus de la même chose. Donc, qui on est? Moi, je suis Laetitia Ternier, coach agile chez Le Bon Coin. Et je suis Rémi Bello, Agile Master chez SNCF Connect Tech à Nantes. Alors, il y a 3 ans, Rémi et moi, on ne se connaissait pas. Et on avait déjà un point commun, c'est qu'on pensait que la systémique, c'était intéressant, mais on trouvait ça trop abstrait. Donc ça, c'était avant qu'on suive un cursus de formation orienté approche systémique par la pratique avec application en entreprise. On a trouvé cette approche extra, avec des résultats concrets. Et c'est ce qu'on a voulu vous partager parce qu'on pense que c'est utile dans des environnements complexes. Donc notre intention aujourd'hui, c'est de vous donner envie d'aller plus loin. Alors, quelques notions clés de la systémie, donc un peu de théorie, ça sera rapide. Il y a 2 éléments clés en systémie, il y a le système et la relation. Donc vous voyez cette grosse patate bleue là, c'est un système. À l'intérieur, on trouve des éléments qui sont en interaction les uns avec les autres. On peut aussi trouver des sous-systèmes. Et ces éléments concourent à une finalité. Et en résumé, un système, c'est un ensemble d'éléments en interaction dont chacun concourt à la finalité du système. Et dans l'approche systémique, on va porter une attention sur la relation. C'est vraiment l'ensemble des interactions qu'on a entre des 2 éléments et ces interactions s'influencent les unes les autres. Par exemple, dans le corps humain, j'ai des organes qui sont connectés les uns les autres et qui s'influencent et qui ont pour finalité de me maintenir en vie. Et bon, c'est bien, je peux vous parler maintenant. Et un autre exemple, donc dans les entreprises, dans les équipes, système organisationnel, les individus sont en interaction les uns avec les autres.
et concourt à la finalité qui est par exemple la production d'un logiciel. Pour illustrer vraiment ce changement de paradigme avec l'approche systémique, on va utiliser la métaphore du coquelicot. Donc classiquement, dans les approches cartésiennes, dans lesquelles on est super habitué grâce à l'école, on prend un coquelicot, on va le cueillir, on va le disséquer, on va l'analyser, on va le comparer à d'autres fleurs, et finalement on reste vraiment dans cette monodiscipline qu'est la botanique. C'est ça. Alors que pour le comprendre, avec l'approche systémique, pour comprendre ce coquelicot, on va s'intéresser à la relation et au système. Donc la relation, c'est-à-dire les interactions de ce coquelicot avec son environnement, son écosystème, avec les autres plantes, avec les insectes, avec le soleil, l'eau, la terre, etc. Et puis on va se poser la question aussi donc, du système, de la distance à laquelle on le regarde. Est-ce qu'on met le nez dans la pelouse ou est-ce qu'on élargit et on regarde l'hélicoptère en prenant du coup beaucoup plus d'éléments et beaucoup plus d'interactions. Et c'est plutôt une approche du coup multidisciplinaire. Donc voilà, on s'est donné quelques éléments clés de la systémie et ça va nous permettre d'aborder la première partie avec les REX. Donc le bon système, trouver le système pertinent, on va voir en quoi c'est crucial d'être dans le bon système pour avoir un changement pérenne et pas juste pour les coquelicots. Donc dans ce REX, j'étais Scrum Master, j'accompagnais une équipe de développement, il y avait un Product Owner aussi, il y avait des développeurs. Voilà. Au niveau des relations, donc c'est une nouvelle équipe, les relations sont à créer. Et il y a une bonne culture agile dans l'entreprise, sauf pour le PO, et on va voir que c'est important pour la suite. Parce que rapidement, une plainte dans l'équipe, les développeurs viennent me voir et me disent le PO nous demande tout le temps où on en est. Il me dit aussi parfois, il remet en question nos choix. Voilà. Donc là, je me dis, en effet, ça m'étonne qu'à moitié, vu que ce PO il est d'une culture peut-être un peu différente, plutôt command and control, je vais parler au PO pour qu'il vous laisse plus d'autonomie. Donc à ce moment-là, dans ma vision du monde, la cause du problème, c'est le product owner, et j'ai donc mon système Scrum Master plus PO, et à ma demande, laisse plus d'autonomie à l'équipe. J'accompagne un coaching agile, formation, le guide dans sa pratique, etc. Et bilan de tout ça, le résultat, alors c'est mitigé, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a du mieux, et c'est bien de l'avoir fait. Mais la plainte est toujours là. Les devs se plaignent encore dans 70% des cas. Et puis on arrive à un plafond, c'est-à-dire qu'on ne progresse pas, et ça devient juste moi contre lui, il commence à en avoir marre en fait de mes réflexions, à juste titre. Et il me dit aussi, tout le monde ne se plaint pas. Donc il a raison. Donc je me dis, élargissons le système et explorons dans un contexte où on fait intervenir toutes les personnes qui sont concernées par le problème, c'est-à-dire les équipiers. On les rajoute dans le système, et là on va explorer ce problème d'autonomie versus contrôle. On va se dire, mais c'est un problème pour qui au final, en fait. Et comment ça se manifeste dans les interactions? Parce qu'on parle toujours de relations systémiques. Donc, par exemple, à une demande de type contrôle, comment réagit l'équipe? Est-ce qu'elle réagit positivement, négativement, de façon neutre, etc. Et on peut faire la même chose avec une interaction de type autonomie. Donc voilà, on observe les interactions, on échange, on en parle en rétro, et bilan de tout ça. Alors c'est acté, l'équipe a besoin de plus d'autonomie, ça c'est bien, c'est une base sur laquelle on peut avancer ensemble. Et surtout, ce qu'on voit en fait en explorant, c'est qu'il y a des implicites sur les responsabilités. C'est-à-dire que souvent, à une demande précise, les gens répondent en fonction de règles tacites ou alors de ce qu'ils pensent que l'autre attend de eux ou de leur job précédent. Et du coup, il y a du flou, ça crée un manque d'efficacité, surtout des tensions dans l'équipe. Donc très rapidement, on se dit, OK, il faut clarifier les responsabilités dans le système. Donc c'est ce qu'on fait via un canevas assez classique finalement de responsabilité. Voilà, on se les répartit, on va vers un consensus. Il y a des points d'amélioration à suivre dans le temps, etc. Bilan de tout ça, très bon. Les responsabilités sont plus claires, elles sont renforcées par la pratique. Et les interactions deviennent plus efficaces. Et en fait, on atteint notre objectif d'avoir plus d'autonomie. En tout cas, dans 70% des cas. Parce qu'on pourrait s'arrêter là. Mais moi, je me dis, c'est dommage, quid des 30% restants? C'est-à-dire il y a encore des cas, surtout en cas de crise, où on revient un peu dans le command and control. Et puis j'entends aussi que dans le reste du delivery, il y a peut-être d'autres équipes qui ont le même problème. Donc moi, je suis un peu têtu, donc
Voilà. J'élargis le système encore au delivery complet, et on va regarder ce problème, explorer ce problème d'autonomie versus contrôle au niveau des autres équipes. Et aussi, on inclut les N+1 dans la danse, les N+1 des Scrum Masters et des PO. Bilan de cette exploration, je la fais rapide. En effet, le problème est présent ailleurs, donc dans les autres équipes, ils ont un peu cette dynamique-là, problème d'autonomie versus contrôle. Donc au passage, ils peuvent utiliser un canvas pour clarifier les responsabilités. Et puis, ce qu'on voit aussi avec les N+1, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau des fiches de poste. C'est-à-dire, on regarde les fiches de poste et on se rend compte que peut-être que les objectifs respectifs des Scrum Masters et PO peuvent être en contradiction et rentrer en conflit. Et on se pose aussi la question de la vision commune des N+1 Scrum Master et PO qui font partie d'un système englobant et qui vont donner un petit peu la finalité à ce système global. Et peut-être que cette vision commune, elle est à préciser, elle est trop implicite et pas assez claire pour le reste du système. Et enfin, on se pose aussi la question de la finalité du système et du cadre de travail dans lequel on évolue tous ensemble. Donc voilà, et les axes de travail qui ont été dégagés pour ça, c'est des fiches de poste peut-être un peu plus complémentaires, et on travaille aussi sur des ateliers sur la raison d'être de ce grand système. Qu'est-ce que j'ai appris en fait de cette expérience? Alors j'ai appris plein de choses. Déjà que la cause du problème, elle évolue avec le système. C'est-à-dire qu'au début, je pensais que c'était la faute d'un individu, c'était la faute du PO. Et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec les responsabilités qui n'étaient pas claires dans l'équipe. Et enfin, on arrive sur un problème de finalité et de cadre de travail d'un système global. Et que trouver le système pertinent permet un changement pérenne, dans le sens qu'il faut inclure tous les acteurs concernés par le problème. De façon réaliste, on ne va pas mettre toute l'entreprise, mais il faut que ce soit en lien avec votre objectif. Là, mon objectif, c'était d'aller au bout. J'aurais pu m'arrêter à 70% et m'arrêter au niveau équipe. Il faut s'inclure aussi, parce que vous avez une influence dans le système, que vous le vouliez ou non. Explorer le problème via les interactions, et naturellement, les solutions vont émerger. Il ne faut pas foncer tête baissée dans une solution, mais plutôt explorer, regarder ce qui se passe. Et enfin, s'aligner sur la finalité du système. Une finalité non partagée, un cadre de travail flou, mène à des tensions. Et enfin, je vous donne cet outil de cartographie que vous avez vu tout le long du Rex. En fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment utilisé pendant cette problématique, et ça m'aidait à visualiser quel est le système pertinent, quelles sont les interactions, où est-ce que ça bloque, en fait, où est-ce que sont les problèmes relationnels, et quelle est la finalité du système. Voilà. Moi, je suis plutôt visuel, et du coup, ça aide. Et voilà, donc je vous propose une activité, comme disait Laetitia, en fait, on va vous faire discuter en binôme ou en trinôme, vous arrangez comme vous voulez, sur partager votre expérience de la recherche du système pertinent. C'est-à-dire le bon système qui permet un changement pérenne. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation? Vous avez un peu moins de 5 minutes, et après on continuera les Rex. C'était un peu mieux, mais en fait, des fois, du coup, du son. Je vais aller faire galérer là-bas. Il y a des fois, effectivement, tu le mets plus bas, plus loin, donc essaye de le mettre toujours à la même distance de ta bouche pour qu'on entende bien. À la fin, c'était un peu mieux. Au début, c'était un peu yo-yo. Après, voilà. Après, vois si tu es à l'aise derrière le public, tu... Tu regardes pas assez la scène, donc c'est un peu net et un petit peu fixé sur le side.
Ouais, mais là, je vois beaucoup de gens qui prenaient des photos et du coup, ils sont plus attirés par les coup, slides. y a beaucoup Tu peux regarder encore plus les gens. S'il vous plaît, on va vous demander de chuchoter pour qu'à côté, ils puissent continuer à travailler. Merci. Donc, vous pouvez chuchoter. « 5 secondes. Vous avez le temps de terminer votre phrase. On a vu dans l'histoire de Rémi que le système pertinent, c'est vachement utile. Ça ne suffit pas toujours. Là, on va s'intéresser aux mécanismes de régulation qui maintiennent le système dans un état stable. Donc, pour démarrer, quelques petites définitions. Un mécanisme de régulation, c'est la propriété d'un système à revenir à un état stable, pas forcément celui initial, hein, mais un état stable après avoir été perturbé. Et souvent, c'est quand même vachement utile. Hein, en fait, le but de ce truc-là, c'est la protection du système. Par exemple, si on reste toujours dans le thème du corps humain, ma température est à peu près à 37 degrés, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. J'ai un virus, à un moment donné, je vais monter, mais il faut qu'à un moment donné, je retrouve ma température de 37 degrés, sinon je vais mourir. Donc, ces mécanismes de régulation, c'est quand même super utile. Dominique Berriot, dans son bouquin « Managé par l'approche systémique », propose 3 types de changements. Premier type de changement, c'est un changement de type rupture. Donc, en fait, on prend le système, on le met dans un contexte complètement différent, on change ses interactions. Donc, le système, il n'a plus qu'à se suradapter pour survivre, donc c'est souvent hyper violent. Deuxième type de changement, c'est de type évolutif. Donc là, on est plutôt sur la stratégie du petit pas. Et on avance vers une cible petit à petit. Troisième type de changement, c'est le changement de type homéostatique. C'est un changement dans lequel il y a bien une cible, mais les mécanismes de régulation vont être tellement forts qu'au final, on va revenir à l'état initial. Et ce n'est pas toujours ce qu'on veut.
Donc je vais laisser la parole à Rémi, justement, qui va expliquer comment il s'y est pris dans ce troisième cas. C'est ça. Comment je m'y suis pris pour éviter un changement homéostatique. Donc plantons le décor, j'étais Scrum Master dans une équipe de développement, pour changer. Il y avait cette fois des fonctionnels, en plus de développeurs dans l'équipe, et aussi un product owner. Donc les développeurs faisaient du Scrum-like, quoi. Et puis au niveau des fonctionnels, ils travaillaient sur la conception en amont du sprint. Ils travaillaient voilà, hors sprint. Au niveau des relations, il y a une bonne culture agile, surtout chez les devs, et en gros, globalement, une bonne entente qui permet de construire quelque chose. Mais rapidement, une plainte dans cette équipe. Les fonctionnels viennent me voir, me disent on nous donne trop de travail, on doit donner des échéances pour la fin de nos travaux, c'est compliqué. Et le product owner aussi trouve qu'il y a trop d'effets tunnels, il a des difficultés à planifier. Donc assez rapidement, je me dis, en fait, il y a un problème avec l'activité de conception, il y a un manque de transparence et de focus, il y a une perte d'autonomie des fonctionnels qui sont obligés de faire du reporting pour compenser, et il y a une perte de confiance du product owner qui n'a pas de visibilité. Donc ça pourrait être ça mon problème, mais en fait j'ai un plus gros problème. Mon plus gros problème, c'est qu'il y a un fonctionnement ancré dans les habitudes depuis des années, qu'il y a eu des tentatives par le passé pour faire évoluer la situation, mais que globalement, là, c'est statu quo depuis un moment, avec des croyances fortes, on ne peut pas faire autrement. Donc j'ai l'impression que là, on est sur un système ultra stable et que si je tente quoi que ce soit, ça va faire effet soufflet, changement homéostatique, retour à la case départ. Donc je me dis comment sortir de cet état. Alors je propose une expérimentation aux fonctionnels. Je leur dis, ça ne vous dit pas de travailler comme des développeurs du jour au lendemain. C'est-à-dire, il faut un peu du Scrum, donc voilà, découper, affiner, estimer, transparence via les outils, avoir des objectifs partagés entre vous et avec le reste de l'équipe, être focus sur des tâches. Donc, toutes les intentions Scrum, en gros, derrière. Alors, ça a l'air de rien, mais pour ces fonctionnels, à ce moment-là, c'est quand même une micro-rupture. C'est une rupture parce que c'est un changement de cadre soudain, c'est-à-dire un changement des interactions et de la communication du jour au lendemain. Des fonctionnels entre eux, des fonctionnels avec le product owner, avec les développeurs, avec le Scrum. Et ça, c'est violent. C'est adouci par le fait que c'est une expérimentation. Donc il y a un retour arrière possible, on place des rétros, des rex pour l'amélioration continue, et puis c'est une cible connue, c'est travailler comme des développeurs, donc ils savent où ils vont. Donc cette expérimentation, c'est quand même une micro-rupture du coup, et ça crée des réactions. Donc ces réactions, il faut les accompagner. Il y a des gens qui vont dire j'ai pas envie de me faire fliquer, je vois pas ce que ça apporterait, ça va compliquer mon travail. Donc là, c'était mon rôle du mieux que je peux, en tout cas, d'écouter, traiter les peurs, les paradoxes, les croyances, clarifier la vision, répondre aux enjeux de chacun et laisser du temps. Mais il y a aussi des gens qui ont envie d'essayer, qui ont envie d'aider. Et ces personnes-là, il faut s'appuyer dessus, s'appuyer sur les personnes ressources, et puis aussi s'appuyer sur la confiance créée entre le coach et l'équipe pour avancer. Donc bilan et apprentissage. Donc rétrospective de fin d'année, ce changement est salué par l'équipe. Voilà, c'est un changement pérenne, ça a fonctionné. L'équipe s'est appropriée cette façon de travailler, l'a améliorée avec le temps. Qu'est-ce que j'ai retenu? Déjà qu'il faut se servir des mécanismes de régulation. C'est-à-dire quelles sont les dynamiques qui maintiennent le système dans cet état. Il faut les traiter ces dynamiques, clarifier, écouter, répondre aux enjeux de chacun, et s'appuyer sur les personnes motivées qui sont des relais amplificateurs du changement. Et parfois, un petit coup de pouce est nécessaire, une impulsion intérieure ou extérieure aide le système à évoluer. On va vous proposer une autre activité, alors vraiment celle-là en ASMR, hein, le plus bas possible. S'il vous plaît. Et la question, c'est quelles sont les dynamiques qui maintiennent le système dans son état dans votre contexte professionnel? Est-ce que vous avez des exemples à partager en binôme ou en trinôme? Vous avez à peu près 5 minutes aussi.
Vous allez interrompre votre relation momentanément, mais il peut y avoir encore un autre slot. Donc, dans l'histoire de Rémi, vous voyez, hein, il y avait une équipe un peu en statu quo et certainement elle avait tenté plein de choses pour régler ses problèmes. Ça avait vraiment des problèmes. Et en fait, il y a une mine d'or dans ce qui a déjà été tenté. C'est ça qu'on va voir là maintenant. On va zoomer là-dessus. Petite définition. Une tentative de solution, c'est tout simplement une solution à un problème, mais qui ne marche pas. On est d'accord? Et c'est ce qui fait dire à Peter Senge, c'est auteur de la 5e discipline, les problèmes d'aujourd'hui viennent des solutions d'hier. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre cette phrase. C'est bon, et j'espère que vous allez la comprendre à la fin du Rex, mais soyez indulgents avec vous-même. Donc, c'est quoi mon histoire? J'ai une product manager, Manon, qui développe plein de produits logiciels, et un de ces produits, c'est pour les utilisateurs internes. Et ce responsable, c'est Philippe. Manon, je la connais déjà, elle vient me voir, elle me demande, Laetitia, est-ce que tu pourrais former les utilisateurs à l'agilité? En fait, ils ne comprennent pas comment on travaille. À ce stade, je me dis, tiens, elle me fait une demande qui est déjà en fait une solution. Et ils ne comprennent pas comment on travaille. Je me dis, ça ressemble quand même drôlement à un problème relationnel. Et j'ai envie de savoir un peu plus loin, en fait, quel est le problème. Alors, le problème, c'est toujours les autres. Ça, c'est la réponse facile. Donc, je vais explorer un petit peu avec elle. Je dis, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il n'est jamais content, Philippe. Il me dit jamais merci, il râle tout le temps, j'en ai marre. Ah, ok. Donc, c'est un problème de reconnaissance? Non. En fait, ça me prend une énergie folle et je passe un temps fou à répondre à ces demandes. Et en plus, ce n'est pas un produit prioritaire. Donc, finalement, je n'arrive pas à prioriser, ça me prend trop d'énergie et je n'arrive pas à faire mon job correctement. Ok. Donc maintenant, elle a quand même un sacré gros problème. Et en plus, là, je me dis, la formation, c'est quand même une fausse bonne idée. J'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Et c'est là, je vais voir en fait ce qu'elle a déjà tenté pour régler son problème. Donc, ce qu'elle a fait classiquement, hein, c'est simple. Philippe, il râle. Manon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle propose un correctif au logiciel. Puis finalement, Philippe, il n'est pas complètement content. Il râle encore. Elle va reproposer un correctif. C'est hyper pratique hein, pour Philippe. Il a juste à râler et pouf. Mais Manon, elle commence à être fatiguée en termes d'énergie. À un point qu'à un moment donné, elle va voir sa responsable. Elle dit j'en peux plus, je ne m'en sors pas. Et sa manager, qui est pleine de bonne volonté, dit OK, pas de problème, je gère, je vais voir en direct. Donc, je te protège momentanément. Effectivement, à court terme, ça va mieux. Maintenant, elle a un peu plus d'espace pour travailler sur ces sujets. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, vous voyez le truc un peu finir gros comme une maison. Philippe, il continue à râler avec son manager. Son manager, il relaie à la manager de Manon. Puis finalement, ça retombe sur les épaules de Manon qui va faire un correctif. Donc, elle commence à être fatiguée. Et puis, il n'y a pas que Manon qui est fatiguée, il y a aussi les managers. Donc, on a juste décalé le problème. OK ? Et là, quand je repense à ce qu'elle me demande, donc ouais, c'est des tentatives de solution, elles sont ratées, on est d'accord. Quand je repense à ce qu'elle me demande, Manon, formule l'agilité, je dis, tiens, encore, elle va proposer une solution à un problème relationnel. Elle prend encore cette responsabilité-là. Et je me dis, c'est quoi le thème commun à toutes ces solutions? Alléluia, je trouve un truc qui est très simple en fait. Je me dis, typiquement, on est dans deux services qui sont dans une relation client-fournisseur. Et je me dis, mais peut-être qu'elle, Manon, d'une certaine façon, elle participe à cette relation aussi. Et surtout, c'est peut-être pas un hasard qu'elle réagit comme ça, il y a certainement des croyances. Donc c'est ce que j'ai envie d'explorer avec Manon.
je lui demande, ben tiens, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que Philippe râle, tu te sens obligé de proposer une solution, un correctif? Et ben, en fait, elle me répond, mais oui, en fait, c'est mon job. Moi, je suis product manager. C'est mon job de répondre aux problèmes des utilisateurs, de les aider. Je dis, OK. Mais du coup, tu réponds à tous les problèmes de tous les utilisateurs tout le temps? Et là, sa croyance s'est un petit peu ramollie. Effectivement, elle voit autre chose qui peut se produire. Elle dit, ben, peut-être que je peux être plus en co-construction et qu'on peut faire les choses ensemble. Peut-être que je peux temporiser. Donc il y a d'autres possibles qui s'ouvrent à ce moment-là. Et je lui demande, ben, OK, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire? Et ben, concrètement, elle décide de ne pas prendre seule les responsabilités. Et la prochaine fois que Philippe râle, elle accueille, elle dit, OK, j'entends ta difficulté, mais que proposez-vous? Elle ne se jette pas tête baissée dans un correctif comme avant. Et petit à petit, finalement, on est dans une relation partenariale. Et le problème est résolu. Donc, vous voyez, on est vraiment parti d'une demande qui était formée Philippe et tous les utilisateurs à l'agilité, et avec une demi-heure de discussion, on a quand même trouvé autre chose qui était beaucoup plus efficace. En résumé, il y a 3 étapes. Alors, si vous lisez le bouquin de Lucie Gill sur comment travailler avec presque tout le monde, vous allez vraiment retrouver ces étapes qui sont calquées ici. La première étape, c'est poser concrètement le problème sans jugement. Et concrètement, c'est qui fait quoi à qui? Quel est le problème? Okay. Deuxième étape, c'est identifier les tentatives de solution. Donc, vous les listez toutes. Et vous allez essayer de trouver un thème commun. Ça, c'est pas toujours évident, c'est le truc le plus compliqué souvent. Et une fois que vous avez un thème commun, eh ben, vous allez juste faire quelque chose de différent. Alors, c'est quelque chose de différent, ça peut être complètement opposé, c'est ce qu'on appelle parfois un 180. Ça peut être légèrement différent. En tout cas, ça sort du thème. Et parfois, juste arrêter la tentative de solution, ça peut suffire. Encore une activité de 5 minutes, c'est la dernière. Donc, essayez de voir dans vos contextes professionnels si vous avez des tentatives de solution autour de vous. Essayez de trouver un thème commun et peut-être une idée de quelque chose d'un peu différent. Bon courage et toujours en mode...
Merci. Si on récapitule, ne faites surtout pas ce qu'on vous demande. La demande, c'est un point de départ, hein. Il y a beaucoup d'informations, c'est riche. Mais le client, c'est le système. Et plutôt que de foncer tête baissée dans des solutions, il faut vraiment l'explorer, ce système. C'est ça, il faut l'explorer en regardant quel est le système pertinent, élargir, rétrécir, regarder les interactions, la finalité, s'intéresser aux mécanismes de régulation, quelles sont les dynamiques à l'œuvre qui maintiennent le système dans son état, et puis regarder les tentatives de solutions, les utiliser pour comprendre le système. Et en faisant tout ça dans un accompagnement agile, je parle d'accompagnement écologique, parce qu'on fait moins d'efforts, moins fatigant pour le coach, et c'est aussi moins fatigant pour les équipes accompagnées. Et puis on développe vraiment la réflexivité, la prise de recul, donc c'est hyper intéressant. Donc là, on n'a que 3 outils, il y en a plein d'autres. Si vous voulez approfondir, on vous invite à lire ces bouquins-là. Donc lire, c'est bien. Vous allez avoir plein de concepts, vous allez comprendre plein de trucs. Mais si vous restez au niveau cognitif, vous allez avoir du mal à mettre forcément en application en entreprise. Donc on vous recommande vivement ce cursus de formation hyper orienté pratique qui est offert par Christophe Kéromen et Marc Brunet et qu'on a suivi tous les deux pendant 1 an. Elle n'est pas vraiment offerte, mais mais il vaut ouais. Alors, merci déjà pour votre écoute, pour votre participation. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks. Plein, on adore ça. On est déjà à notre V3, la conférence, on va faire une V4, 25, etc. Est-ce qu'il y a du temps pour les questions, les petits poussins jaunes? À New York, peut-être? Ouais. Ou non. En fait, c'est quand même beaucoup expérientiel. Donc, on a beau analyser le système, c'est tellement complexe qu'on ne peut pas prévoir les effets de bord, ce qui peut être des effets amplificateurs, boule de neige et des choses qu'on peut ne pas prévoir. Donc, on est dans une démarche d'expérimentation. On se dit, ben tiens, là, il y a un levier qui me paraît vraiment intéressant. Donc, on identifie ces leviers. Donc, on maximise les chances que ça réussisse. Mais on ne sait pas si ça va réussir. Donc après, moi, j'aime bien Alistair Cockburn qui dit toujours c'est sense and response. Donc à chaque fois, en fait, on va ajuster, on remet à jour nos systèmes pertinents, les cartographies, les relations qui sont vraiment toujours vivantes. Et je peux aussi apporter un complément de réponse. C'est pas que ça n'a pas marché. Je pense que quel que soit le problème, la systémie permet de l'explorer en fait. Et on va en apprendre plus. Et après, la solution qu'on choisira, ça, par contre, il n'y a pas de miracle, mais on ne sait pas si elle va marcher. Mais en tout cas, l'exploration systémique permet de mieux prendre de meilleures décisions. Merci pour cet excellent retour d'expérience. Moi, j'ai une question. Quand on fait partie du système, parce qu'à un moment donné, quand tu arrives et on te fait une demande, toi-même, tu deviens un élément du système. Comment vous faites pour ne pas être un peu en mode transfert, quoi, pour vous extraire justement à ce système et pouvoir prendre de la hauteur et proposer des choses, parce que ce n'est pas toujours évident, surtout quand on est un peu en mode empathique. Ouais. Moi, j'ai une réponse pour moi hyper simple, c'est la supervision. Toi, tu fais comment? Moi, je fais des dessins. Et je me place dans le système aussi. Je regarde c'est quoi mes interactions avec le reste de l'équipe.
et j'ai découvert des choses. Par exemple, dans le Rex, le premier Rex, moi j'avais des croyances sur l'autonomie. Je croyais que tout le monde voulait être autonome, que la liberté c'était génial, et il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça, moins à l'aise. Et voilà, donc j'ai remis en question mes croyances. Et puis moi je pensais que c'était clair pour tout le monde ce que c'était que l'autonomie. En fait, pas vraiment, donc ça m'a obligé à clarifier ma vision. Donc voilà, je regarde aussi mes interactions et comment je peux l'impacter. Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Ouais. Une autre question? Est-ce qu'il y a des questions à Niort? Non. Il n'y a personne en fait à Niort. D'habitude, il y a les petits poussins jaunes qui m'aident avec le micro, mais là, je vais faire le travail toute seule. Merci, bonjour. Si tu les appelles les petits poussins jaunes, ils n'ont peut-être pas envie de t'aider. Je voulais savoir comment vous faites quand dans le système, vous devez intégrer des paramètres qui ne sont pas à votre main. Par exemple, des processus, une hiérarchie importante. Comment explorer un système qui, sous certains aspects, semble immuable? Oui, ça pose la question du mandat, en fait, si je comprends bien ta question. Quand tu dis, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut se permettre d'explorer un système? Est-ce que les portes vont être fermées? Ouais. C'est ça que tu veux dire? Oui. Est-ce que de toute façon, elles sont fermées parce que c'est comme ça? Ah, bah oui, ça pose la question du mandat, et ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles auxquelles on est confronté tout le temps. Et à un moment, ça bloque, il y a une espèce de plafond. Et du coup, là, c'est savoir arriver avec des petits pas à créer la collaboration avec les personnes qui n'ont pas forcément envie qu'on vienne se mêler de leurs affaires. Souvent à juste titre, mais voilà, après, c'est travailler le mandat. Et ça, c'est un exercice pas simple, mais qu'il faut faire en montrant pourquoi, si on a une vision systémique, avec une vision systémique, en fait, il y a un problème et on a besoin de ces personnes-là qui rentrent dans le système pour le résoudre. Donc, c'est beaucoup de communication et travailler la collaboration. Tu veux rajouter? Ouais, moi, je pose toujours la question de la responsabilité, en fait. Quelle responsabilité aussi je veux prendre en tant que coach? Et faire avec les contraintes. Même s'il y a plein de contraintes, je vais essayer d'aller trouver l'endroit qui est le plus prometteur, entre guillemets. Pour Niort, il y a le lien dans les slides pour le cursus de formation qu'on a suivi. Et les slides, ils seront à dispo pour tout le monde. Donc, tous ceux qui ont pris des photos, vous pourrez avoir en plus l'original. On aurait pu vous le dire avant si on avait été sympa. Merci beaucoup. Merci.